Chez Délices du Lac-Saint-Jean, on s'est doté d'une politique en développement durable en 2017. Puis depuis ce temps-là, ça a vraiment guidé l'ensemble de nos actions en lien avec l'environnement. Parce que, tu sais, si on veut une jeune entreprise familiale être cohérente avec l'ensemble de notre chaîne de valeur, je pense que ça allait de soi de pouvoir s'impliquer de cette façon-là. Aussi, bien, ça nous aide à avoir un œil plus reculé sur c'est quoi nos actions concrètes là, quotidiennement. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant chez nous? Bien, on utilise là, 100% des matières compostables au niveau de la dégustation. Donc, tu sais, c'était près de 60 000 cuillères de plastique qu'on utilisait annuellement parce qu'on fait de la dégustation chez nous pour l'ensemble de nos produits. Bien, maintenant, on est 100% carton et compostable. C'est absolument énorme. Donc, c'est des petits... Bien, c'est énorme pour nous, mais ça dépend toujours de l'ampleur de l'entreprise pour laquelle on fait ces actions-là. On a aussi, on s'est donné aussi une stratégie au niveau du développement de notre image de marque dans les 10 prochaines années où on va prendre une tangente là, réellement très écologique. On a commencé cette année en lançant l'emballage compostable 100% à base d'amidon de maïs. C'est 100% compostable dans notre compost résidentiel. Puis, c'est une encre alimentaire qu'on va utiliser pour le développement de la marque maintenant. Ça a quand même là, des répercussions énormes. Hein? Tu sais, quand on fait la transformation agroalimentaire, là, bien, de l'emballage, on en achète, on en transforme, puis c'est ce qui nous distingue sur les marchés. C'est important d'investir au niveau de l'image de marque, sauf qu'en même temps, c'est un grand pollueur, là, le côté marketing de cette planète-là. On s'est dit que si on était capable de cumuler nos deux actions de façon positive, ce serait vraiment davantage intéressant pour l'entreprise. Donc, maintenant, on est vraiment fiers de pouvoir lancer ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui s'approchent. On fait attention à l'ensemble de nos déplacements, on fait la compensation de nos gaz à effet de serre ici. On fait attention à l'eau qu'on utilise, donc on réutilise beaucoup toute l'eau qui est possible là, au niveau de l'atelier de production. Le processus pour arriver aux emballages compostables, il faut savoir qu'on est hyper avant-gardiste dans le milieu actuellement. Donc, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui essaient de prendre cette tangente-là, mais qu'on a réussi à lancer le produit avant. En fait, on a un graphiste qui est vraiment là, très à la fine pointe de la technologie au niveau des emballages. On a visité des shows internationaux sur le côté écologique de l'emballage. Donc, ça aussi, ça a été une matière super importante au niveau de la recherche et développement de ce produit-là. Puis, c'est dans une volonté de vouloir faire un approvisionnement aussi là, au Canada, parce que c'est une entreprise canadienne qui nous a proposé ses services au niveau de cet emballage-là. Donc, on était super fiers là, de pouvoir être l'une des premières. Bien, en fait, on est la première entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui utilise ce type d'emballage éco-responsable. C'est important d'intégrer ce genre d'emballage compostable-là à l'intérieur de nos entreprises parce que c'est notre vision de demain. C'est qui on veut être dans l'avenir, c'est qui on veut être pour de laisser ça aux générations qui s'en viennent. On a des impacts qui sont fort importants. Puis, des matières compostables, bien, ça va vraiment changer la donne. C'est des petits gestes comme ça qu'on va poser chacun des entreprises, au moins d'ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vont faire la différence sur l'ensemble de qui on est. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup attiré au niveau de ce type d'emballage-là. Puis, en étant une entreprise qui œuvre de façon biologique depuis maintenant 14 ans, bien, on se dotait, on était obligé d'aller vers une matière qui était compostable, vers quelque chose qui n'avait pas d'empreinte, qui avait beaucoup moins d'empreinte écologique. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a fait ces choix-là. Pour une entreprise là, qui est à revoir l'ensemble de son système d'emballage, puis qui aurait des pensées vers ce type de matériel-là, mais qui pense que c'est compliqué, tout ça, bien, je dirais que c'est absolument compliqué. Mais ça vaut tellement le coup de pouvoir justement monter la barre beaucoup plus haut. Il y a des répercussions directes sur le fait qu'on ait misé en recherche et développement beaucoup plus intensément sur le développement d'un emballage comme celui-là. Donc, il y a des retombées. Les gens, ils voient l'emballage puis ils comprennent tout de suite le système de valeur de l'entreprise. Les gens voient l'emballage puis ils ont une portée, justement. Ils sont conscients que l'empreinte est moins là. Puis on est en 2019, là, je veux dire, les gens le consommateur actuel a beaucoup plus de pensée vers ce qu'il consomme au niveau du produit et de son emballage. Donc, c'est une partie prenante maintenant de ton élément transformé. Bonjour tout le monde, moi je suis Elsa du Conseil régional de l'environnement et du développement durable. Je travaille avec Julie qui donne des ateliers sur l'environnement, peut-être que vous l'avez déjà vu. Elle donne des ateliers comme l'ABC du bac bleu ou le gros bac vert fait le vide. Est-ce que vous avez déjà vu Julie? Non. Donc comme disait votre enseignante, vos déchets de collation, là, ce que vous pensez qui va au compost, vous allez le mettre dans le sac noir. Vous savez quels déchets vont au compost? Donc pourquoi est-ce que c'est important de faire du compost? Ben, c'est ça, vous avez donné plusieurs explications. Donc je vais vous expliquer les matières acceptées et refusées dans le compost, les différents types de composteurs, comment on fait du compost à l'école. Vous en avez un composteur ici? Ouais. Et puis l'arrivée du bac brun, ça c'est plus la régie des matières résiduelles qui s'occupe de ça.
Donc les déchets s'accumulent. Au Québec, la production de déchets au Québec, c'est à peu près 25 tonnes à la minute. Ça, c'est beaucoup. Donc 25 tonnes, c'est à peu près le poids de 5 éléphants en ordures par minute. Donc ça, c'est tous les déchets confondus. Donc parmi ces déchets-là, il y en a qu'on peut valoriser, comme le compost. Donc la valorisation, c'est utiliser la matière pour en faire quelque chose d'utile, comme le compost. Vous savez que c'est vendu dans les jardineries, donc là, on peut l'utiliser et faire quelque chose d'utile, et puis éviter la pollution. Donc en moyenne, c'est 20% du poids des déchets des écoles qui est constitué de nourriture, qu'on peut valoriser. Et puis dans cette nourriture, il y a de la nourriture qui peut aller au compost, mais il y a aussi de la nourriture qui est gaspillée. Donc en Amérique du Nord et au Québec, c'est à peu près la moitié de la nourriture qui pourrait être consommée, qui est jetée à la poubelle. Tout ce gaspillage alimentaire, c'est à peu près 1 000 $ par famille qui est gaspillé aussi. Donc il y a un impact environnemental, puis un impact économique aussi. C'est de l'argent que vous pourriez sauver si vous faites attention. Et puis, il y a des solutions aussi pour valoriser des produits qui sont jetés. Par exemple, des vieilles bananes, des muffins. Ouais. Puis même que les bananes pourries ou avancées, elles sont plus sucrées souvent. Donc autant les utiliser. Puis on peut les congeler si on en a trop. Ou des smoothies aussi, c'est bon. Puis même, ce qu'on peut faire, c'est prendre une banane qui est au congélateur, puis la mixer. Quand elle est un peu gelée encore, ça fait de la glace à la banane aussi, c'est bon. Oui, c'est ça, on peut faire des puddings au pain, aussi des gâteaux avec du lait, des œufs, du sucre ou du fromage. Ça peut faire une réutilisation, puis c'est bon, il faut essayer des choses parfois. Donc le compostage à l'école, c'est une solution pour les déchets des collations. Donc c'est ça, vous avez souvent des collations, puis vous pouvez les utiliser. Puis c'est aussi un projet participatif qui implique les élèves et les rend plus autonomes dans la vie de l'école. Donc le compostage, le processus du compostage, on prend les déchets de la cuisine. Après, ça va être transformé grâce à l'humidité, l'aération, le brassage, les micro-organismes, et puis ça va faire du compost pour les plantes. Donc il y a différents composteurs, donc c'est ça, il y a différents types de compost. La Régie des matières résiduelles, souvent, ils ont ces 2 modèles-là, mais pour les écoles, ils donnent celui-là. Mais c'est sûr que bon, c'est du plastique, mais ça dure plusieurs années, donc c'est bien quand même. Puis pour la maison, vous avez des contenants comme ça, des contenants que vous pouvez acheter, mais vous pouvez récupérer des contenants aussi, contenants de litière pour chat ou crème glacée. Donc qu'est-ce qui va dans le composteur? Alors au compost, il y a de la matière verte qui va dedans, de la matière sèche, puis on va alterner la matière verte et la matière sèche. On dit que c'est à peu près 2 tiers de matière sèche et 1 tiers de matière verte pour que ça composte bien, que ça se mélange bien. Et puis il y a des produits qu'il ne faut surtout pas mettre au compost. Ce n'est pas juste les plastiques, il y a aussi des produits organiques qu'on ne doit pas aller au compost. Alors, donc c'est ça, surtout pas mettre les œufs, c'est ça, l'intérieur des œufs, on ne doit pas les mettre, la coquille, oui, mais pas l'intérieur des œufs, le poisson, la viande, la litière d'animaux, là, c'est pas le chat, c'est la litière. Puis là, produits laitiers, c'est autant yogourt que laitage, fromage, tout ça, on ne le met pas. Donc la méthode de compostage, c'est la méthode du pâté chinois. Donc on met 2 tiers de matière sèche, 1 tiers de matière verte. Donc vous pouvez regarder ici, là c'est un peu mélangé. Là j'avais mis des feuilles puis des épluchures de pommes. Puis là j'ai mis de l'essuie-tout, des épluchures de concombre aussi. Là c'est déjà en train de décomposer. Vous pouvez regarder un petit peu, puis on alterne. Donc c'est ça, on alterne comme ça dans le composteur domestique ou dans le composteur de l'école. Donc les travailleurs, c'est les insectes qui vont décomposer. Donc il y a plusieurs insectes, les insectes donc, cloportes, acariens, coléoptères, lombriques, fourmis, mille-pattes. Les insectes les organismes qui vont intervenir en premier, c'est les micro-organismes, les acariens, les champignons. Ah oui, vous voyez dans le compost, il y a beaucoup de bibites comme ça qu'on trouve un peu dégueu d'habitude, puis là, qui ont un rôle à jouer. Donc, si vous avez un composteur, ils vont tous aller sur le compost, comme ça, ils vont vous laisser tranquille. Donc, c'est les acariens et les champignons qui interviennent au début. Quand vous voyez, par exemple, une pomme pourrie ou une fraise avec de la moisissure blanche, là, vous voyez un peu, c'est que les acariens et les champignons ont déjà commencé à faire leur travail. Et puis, quand les acariens et les champignons font leur travail, dans le composteur, ça va chauffer beaucoup.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont un composteur, ça chauffe beaucoup. Même en hiver, le compost va chauffer. Et puis, une fois que les acariens et les champignons sont passés, c'est les autres insectes qui vont faire leur travail. Et puis là, la température va baisser. Donc c'est d'abord les insectes broyeurs, les cloportes, les coléoptères qui vont broyer la matière. Et puis après, les vers de terre. Les vers de terre, vous avez déjà vu peut-être au jardin, ça mange la terre, puis ça la recrache. Puis les fourmis et les mille-pattes aussi qui vont aider à la décomposition. Donc comment est installé le composteur au jardin ou à l'école? Le composteur il est installé à même le sol pour que les insectes puissent monter. Les insectes vont faire leur travail. Ça peut être des perce-oreilles aussi, on n'aime pas ça souvent, mais là c'est des insectes broyeurs aussi. Puis s'il y en a sur le compost, au moins ils ne vont pas aller ailleurs. Par exemple, on déconseille de mettre trop d'agrumes, des pelures d'orange et tout ça dans le compost parce que ça va attirer ces bibites-là. Donc il faut doser un petit peu les différentes matières. Donc c'est quoi les étapes pour que le compost se décompose bien, vous savez? Donc d'aération, on peut aérer une fois par semaine. Ça peut être avec un bâton ou un manche à balai. Ça peut être avec une fourche aussi, mais un bâton, ça fait la job. Donc l'oxygène est important dans le processus de compostage. Il faut que ça soit bien aéré. Donc là, je vous ai amené plusieurs échantillons de compost avec différentes étapes. On avait le compost, il est où le bocal que j'avais fait passer tantôt? Ok, ça c'est le compost début. Ça c'est la partie un peu dégueu de compost qui fait du jus, qui est en train de se décomposer. Donc là, le jus et le gaz qui est contenu à l'intérieur, si ça se ramassait dans le sol, là, ça serait toxique pour l'environnement. Le jus, ça s'appelle du lexivia, c'est toxique pour l'environnement et la terre, donc autant le garder. La première étape, c'est celle-là. Donc quand on met la matière sèche et la matière verte. La deuxième étape, oui, donc l'étape plus dégueu. La troisième étape, alors là on ne voit pas trop, mais c'est plus cette étape-là, je vous ferai passer après. Puis cette étape-là, quand c'est transformé en terre. Est-ce qu'il y en a des courageux qui veulent sentir un peu le... Donc je vais vous faire sentir l'étape un peu dégueu, puis l'étape de la fin. Vous allez voir qu'à la fin, ça ne sent pas grand-chose. D'après vous, quand on met le compost dans le composteur, ça fait quoi dans la poubelle à la maison? Si on le met dans la poubelle à la maison, ça ne va pas se désintégrer, puis ça va polluer, puis la poubelle va plus sentir aussi. Je ne sais pas ceux qui compostent ce que vous avez remarqué, mais moi, ma poubelle à la maison, j'ai une petite poubelle aux 3 semaines peut-être, parce que tous les déchets, là, c'est un gros pourcentage de la poubelle. Donc quand on met ça dans le composteur, la poubelle réduit, et puis ça sent beaucoup moins aussi. Mais quand c'est rendu en terreau, là, c'est vraiment une odeur plus de forêt. Ouais, celle-là sent plus la forêt, d'après moi, mais c'est sûr que vous, ça vous dégoûte peut-être plus. Mais c'est ça, à la fin, vous avez vu la transformation, c'est quasiment du terreau, là. Donc on voit que ça se transforme bien. Donc une autre composante pour un bon compostage, c'est aussi l'humidité. C'est important que ça soit assez humide, puis pas trop humide non plus. Donc si c'est trop sec, on peut rajouter de l'eau pour accélérer la décomposition. Si c'est trop humide, on peut rajouter de la matière sèche. Puis c'est important que le composteur soit dans un lieu pas trop ensoleillé pour que ça sente pas trop. Là par exemple, quand on met les épluchures, puis la matière sèche, là j'ai cette quantité-là, puis le terreau, je vais avoir ça à peu près, quoi. Ça réduit beaucoup aussi. Puis ça justement sur le temps de décomposition, ça peut mettre jusqu'à 1 an au début, 1 an ou 2 au début avant de faire du terreau, ça peut être long. Puis après, quand le processus est bien enclenché, ça peut être plus rapide. Souvent, la régie des matières résiduelles, ils donnent seulement un composteur dans les écoles. Mais souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils ont un composteur pour la matière verte, pour le compost frais, un pour le compost mûr qui est déjà en train de se transformer en terre, puis un pour des feuilles mortes. Donc vous pourriez faire ça à l'école aussi, avoir toujours un réservoir de feuilles mortes pour alimenter le composteur, parce que c'est vrai que la matière sèche, ça en prend beaucoup, puis c'est important d'en mettre pour que ça ne sente pas. Là, on donne des conseils pour que le compost fonctionne bien à l'école, parce que c'est ça, parfois il peut y avoir des gens réticents qui disent « ah, c'est dégueu », ou peut-être même vos parents, il y en a qui n'auraient pas envie d'avoir un composteur parce qu'ils ont peur que ça sente et tout ça.
Donc c'est important de mettre des affiches pour expliquer et puis faire des règles de fonctionnement pour que ça marche bien. Donc vous pouvez mettre des affiches dans la classe, vous pourriez même mettre des affiches aussi pour expliquer les matières plastiques, le recyclage et tout ça. Donc c'est ça, pour réussir le compost à l'école, c'est important d'expliquer, puis peut-être de former les familles qui voudraient participer au compostage aussi. Il y a certaines écoles où le jardin de l'école sert aux familles aussi, mais à condition de leur expliquer, comme je vous fais ici, vous voyez qu'il y a plusieurs informations à expliquer, ce qui va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le compost? L'utiliser pour un potager, en faire un cadeau pour les voisins ou les parents, puis l'utiliser pour le gazon, les jardinières, les arbres de la cour ou la rue aussi. La ville pourrait être intéressée aussi. Donc c'est ça. Donc, merci à vous de votre écoute. C'est intéressant, vous en connaissez pas mal déjà. Regarde les amis, ça ressemble, hein? C'est-tu pareil? Hey! Es-tu pareil? Il n'y a pas d'yeux, par exemple. Oui, il est pareil! Je mets des cocottes dans le feu. Il te rassure tes mains. Sur tes mains comme ça? Thomas, est-ce que t'as... Hey, bruit! Regarde ma branche. Il y a comme brûlé. Oui! Demande à Gabrielle avant. Hein? On est prudent autour du feu, hein? Oui. Tu peux. Doucement, hein? Hey, veux-tu la mettre dans le feu? On dirait qu'on est dans une cuisine, mais on est dans la nature. On peut faire à manger dans la nature aussi. Et voilà, ça a fonctionné, là. C'est ça. Puis on va aller mélanger. Faut pas dépasser la ligne. Tiens, va faire cuire. T'as peu, passe-moi là, va. Regarde, moi, je vais t'aider à le mettre dans le feu, Gabrielle. Ah, il commence à être pas mal cuit, là. Ça sera pas bien long. L'activité, c'est les activités au grand air. En fait, on accueille 10 enfants 2 fois par jour, donc 10 enfants le matin, 10 enfants l'après-midi avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc, c'est des activités familiales pour la communauté d'Albanel. Donc, on accueille les enfants pendant 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Le premier groupe de ce matin, par exemple, ici, on a 6 familles ce matin. Puis là, on va partir pendant toute la journée dans la forêt, donc ici dans la forêt Albanel. Puis on va s'amuser en forêt. Ça va être vraiment plus du jeu libre qu'on va faire, du jeu qui va être initié par l'enfant. Moi, je vais animer des petites animations, donc des petites activités. Mais ensuite, ça va vraiment être les enfants qui vont aller jouer dans la forêt. On va lire une histoire aussi, donc c'est vraiment des belles activités pour les familles. Ça favorise le contact nature, donc c'est pour ça qu'on est ici. En fait, on veut que les familles retournent un peu plus en forêt, retrouvent ce contact-là avec la nature, que les enfants créent un lien significatif avec la nature. Donc c'est pour ça qu'on est ici pour 5 séances. On communique ensemble avec la Gourganette depuis cet hiver, mais on a commencé au printemps, donc je pense que c'est au mois de mai ou avril. Au mois de mai, oui, au mois de mai, on a commencé, puis on va terminer, c'est la dernière activité aujourd'hui. Donc pendant 2 mois, on s'est vus. On a comme projet de recommencer cet automne d'autres activités pour les familles. Puis pendant ces activités-là, il n'y a pas vraiment de jouets qui sont apportés, donc on va vraiment laisser la nature être nos jouets, puis notre moyen d'apprendre, puis notre moyen de s'amuser. Donc il n'y a pas de jouets de plastique qui vont être apportés, des fois des petits éléments pour découvrir la nature, mais on va vraiment, par exemple, prendre des bâtons dans la forêt, les décorer, ça va nous faire un bâton de marche. C'est vraiment les éléments de la nature qui vont être les jouets des enfants. Le but premier de ces activités-là, oui, c'est de créer le contact nature, mais dans le but que les enfants développent une sensibilité pour les enjeux environnementaux. Donc, ils créent vraiment un lien avec la nature, puis ils ont envie de la protéger quand ils l'aiment, quand ils la connaissent. Ils ont envie d'en prendre soin. On fait beaucoup de jeux libres lors des activités. Ça a beaucoup de bienfaits pour le développement global de l'enfant. Puis aussi, en plus de tout ça, puis d'apprendre des choses sur la nature, bien, on crée vraiment un lien significatif avec la nature. On apprend vraiment à l'aimer, à la connaître.
en apprenant à connaître la nature, mais juste en passant du temps en nature, ça nous permet de vraiment créer un lien amical avec la nature, un lien significatif avec la nature qui va faire qu'en grandissant, les enfants vont avoir envie de respecter la nature. Oui, les enfants, ils ont moins peur parce qu'on leur laisse vraiment prendre des risques aussi pendant les journées. Donc, ils ont moins peur de les laisser justement faire des jeux un peu plus de grimper, se chamailler, prendre des bâtons. Donc oui, les parents nous font des retours là-dessus. Les enfants sont plus courageux en nature. Puis aussi, ils ont plus l'intérêt de... J'ai déjà eu des commentaires aussi que les enfants ont plus l'intérêt de prendre des bâtons, toucher la nature, cueillir des feuilles, ramasser des plumes, trouver des objets de la nature, les ramasser, les retourner à la maison. Donc, ils ont plus cet intérêt-là pour la nature. Puis aussi... vraiment plus une sensibilité à protéger la nature, faire attention aux insectes, les prendre dans nos mains, leur faire attention de ne pas les tuer, prendre soin des arbres aussi, parce qu'on a tous un ami arbre ici. On a tous choisi un arbre au début des activités, au début des séances. On retourne le voir à chaque activité. Puis c'est notre ami, l'arbre. Chaque enfant a son arbre préféré de la forêt, puis il lui fait des câlins, il lui fait des bisous même des fois. Donc, les enfants comprennent aussi que le végétal, autant que l'animal, est important dans la nature puis qu'il faut le protéger. Donc, même les arbres, même les plantes, il faut faire attention. Je leur apprends aussi à cueillir de manière responsable, donc pas tout arracher les feuilles d'une plante. Si on veut faire de la cueillette, bien, essayer d'y aller avec parcimonie, cueillir une petite feuille pour lui goûter des fois, prendre un peu de fruits, mais en laisser pour les animaux. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait aussi. Il y en a qui sont plus, c'est plus naturel chez eux d'être en forêt, puis ça paraît ceux qui font en forêt avec leurs parents aussi. Il y en a qui, oui. Merci, elle est tellement belle. Une nouvelle fleur dans ta collection. Wow, très belle. Est-ce que tu l'as revue? Non, c'est... Ah, tu me la donnes? OK, merci. Et ça aussi, c'est pour toi. Merci. Moi, c'est fort. Fait que ouais, c'est ça, les enfants font des collections aussi de choses de la nature. Ils aiment vraiment ça, découvrir des choses, toucher. On apprend beaucoup avec les sens aussi, toucher, sentir, goûter les choses. Puis oui, il y en a que c'est... Mais je pense que tous les enfants ont cette attirance-là pour la nature. C'est vraiment inné chez eux d'être bien en forêt. Je pense que dans chacun de nous, on le sait qu'on est bien en nature. Puis les enfants, c'est vraiment plus naturel. Je pense que des fois, ça se perd peut-être en vieillissant parce qu'on leur apprend peut-être à avoir peur ou à être dégoûté par la nature. Mais quand on les encourage à salir, à toucher, à ne pas avoir peur des bébites, à ne pas avoir peur de salir ou de se faire mal, bien, ça continue. Puis je pense que ça va tous être des enfants qui vont aimer être en nature, justement parce qu'ils ont vécu des expériences comme ça. Je pense que c'est important d'avoir de l'espoir. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est important d'avoir de l'espoir. Puis je pense que moi, j'ai espoir en génération future parce que on le voit des changements. T'sais, on le voit que les enfants sont très sensibles à l'environnement. Puis moi, j'ai espoir, surtout si ça se multiplie, ce genre d'initiative-là, d'amener les enfants à jouer librement dans la nature, amener les enfants à connaître la nature. Je pense que c'est ça, l'espoir qu'on a pour notre planète, c'est de vivre des activités où on crée un lien avec la nature. C'est pas nécessairement de leur dire quoi faire par rapport à l'environnement ou leur dicter les bonnes choses à faire, mais je pense que c'est tout simplement de vivre en nature, manger dans la nature, aller aux toilettes dans la nature. Tout ça, ça fait qu'on se sent bien en nature, puis c'est notre maison, puis on a envie de la protéger, notre planète. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, j'essaie de faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire du compost. Mes affaires sont devant moi à l'instant. C'est super simple, vous allez voir. Il y a 2 matières, puis mon caméraman à l'arrière. Salut Luc! Donc, on a 3 matières dans un compost, puis il y en a une que c'est de l'eau, fait qu'on la mentionnera pas trop durant la vidéo. On va commencer à faire notre compost. On commence avec les matières brunes. Les matières brunes, c'est exemple des feuilles d'arbres mortes, des papiers journaux, des brindilles mortes. Ça va être des textures sèches. Fait qu'on va commencer par les mettre. Donc, pour 2 matières brunes, on va dire une matière verte. C'est vraiment les matières brunes qui vont aider à décomposer les vertes, dans le fond. Les vertes, c'est les éléments que vous avez dans votre cuisine. Les pelures d'arbres, de feuilles, les légumes, les pelures de légumes, des fruits. Ça va être au bon nom de la pelouse. Des matériaux vraiment qui vont être plus mouillés. Au bon nom en décomposition, là, ça dépend. Donc là, je vais tout de suite mettre mon verre. On le met par-dessus, comme ça. Puis je vais remettre mon autre brune parce que, comme on a dit, 2 brunes pour une verte. Des fois, on peut en mettre 3 aussi. Ça va juste faire un peu mieux. Donc, je mets la deuxième. Donc là, on a des papiers de boîte d'œufs.
Si vous n'avez pas remarqué, il mouille à sio. Bon, une fois que c'est fait, on va mettre de l'eau par-dessus parce que ça va être plus facile comme ça à ce que les matières biodégradables se décomposent pour faire de la matière organique. Donc, je mets de l'eau à travers tout ça. Puis maintenant, c'est le temps de brasser. Donc, on n'a pas toutes les mêmes sortes de compost. Il y en a qui vont se brasser à la main. Moi, je suis chanceuse, le mien, juste à le tourner comme ça. Puis il se brasse de lui-même. Puis, le compost est starté. Ce qui est important, c'est de le brasser environ 2 semaines. D'ici 2 à 8 semaines, on devra avoir quelque chose de pas pire. La matière, ensuite, ça fait de la terre que vous pouvez mettre dans votre jardin. Tu sais, quand je dis venir le brasser aux 2 semaines, là, 2 semaines, c'est vraiment le maximum qu'il faut attendre. C'est idéalement, on vient un peu plus souvent pour le brasser. Puis, pour vérifier si votre compost est bien en marche, vous avez juste à prendre un peu puis vérifier si c'est chaud. Donc déjà là, moi, je fais juste mettre ma main sur le dessus puis je sens que c'est chaud, là. Donc, il y a de quoi qui va se passer avec ça. Quand vous allez l'ouvrir, il y a peut-être aussi une petite fumée qui va être dégagée. Donc, ça aussi, ça indique qu'il est fonctionnel, votre compost. Racheter de l'eau régulièrement, ça peut être bénéfique également. Le brasser, puis le mettre dans un coin à l'ombre. Je vous souhaite bonne chance avec votre compost, puis j'espère que ça va vous décider à en starter un parce que c'est vraiment pas plus compliqué que ça.